pourrait peut-être, comme vous avez l'habitude de le faire, directement pointer du doigt le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais sur quel plan exactement? Sur l'absence du dialogue ou alors sur le plan sécuritaire en termes de coopération avec d'autres pays qui pourraient être une main tendue justement pour résoudre la question d'un point de vue militaire? Vous savez, le dialogue, quand on dit dialogue sur le plan international, oui, dans l'opinion commune, ça frise la passivité, ça frise la faiblesse, ça frise la coopération, ça frise le partenariat. Il faut savoir que sur le plan géopolitique, de la réelle politique, le dialogue est essentiellement un rapport de force. Je vous dis souvent que les traités, les conventions qu'on signe sur le plan international, en tête des grandes missions de ces éléments, figure toujours la configuration des rapports de force, d'ambition et de rivalité présents et prévisibles sur la scène internationale. C'est pendant que vous initiez le dialogue que les ambitions se ficelent, que les rivalités naissent et que les positionnements se forment. Vous allez prendre un cas sur le plan historique et ce que je dis là se vérifie, hein, parce que les gens pensent toujours que le dialogue naît ex nihilo parce qu'on dit dialogue. C'est un rapport de force. On a vu avec les accords de Linus-Mark aussi, on a vu avec les accords de Minsk, tout ça. Mais ce sont des accords que vous avez critiqués. Mais je continue toujours de critiquer. Oui. Je continue toujours de critiquer pour dire que, selon les circonstances, lorsque l'État est confronté à une rébellion, à une crise, il y a deux hypothèses qui se présentent toujours à l'État. Il y a une hypothèse, n'est-ce pas, polémologique, qui consiste, pour cet État agressé, de mobiliser son indice de puissance pour l'imposer à la rébellion. C'est-à-dire utiliser son armée pour neutraliser ceux qui viennent, n'est-ce pas, l'agresser. C'est ce que j'appelle l'indice de puissance. Le monopole de la violence physique légitime. C'est-à-dire, lorsque vous l'avez, l'agression, le rebelle en face est neutralisé. Et là, il faudrait que vous ayez cet indice de puissance. Il faudrait que vous ayez cet indice de puissance pour faire cette hypothèse que je suis en train de vous dire, l'hypothèse polémologique, qui consiste à imposer à l'ennemi sa force. On a vu avec le Mali, concernant la situation du Nord, comment le Mali a claqué les accords, n'est-ce pas, d'Alger, pour choisir l'hypothèse polémologique de l'imposition du monopole physique légitime du Mali aux rebelles. On voit que la situation est un tout petit peu en train de revenir à la calmie. Là, on a vu que le Mali a cherché à mobiliser les moyens pour l'imposer. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse idéaliste, l'hypothèse de la négociation. Lorsque vous voyez que votre adversaire est nanti matériellement, militairement par rapport à vous, la raison d'État voudrait que vous collaborez, vous discutez, question de calmer ce qui se passe sur le terrain. Lorsque vous voyez la situation congolaise aujourd'hui, utilisons ces deux hypothèses, ces deux grilles d'analyse. Est-ce que le Congo aujourd'hui est dans une position, dans une capacité d'imposer au M23 le monopole de la violence physique légitime du gouvernement congolais? Soyons réalistes. Pas du tout. Pas du tout. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, que le M23 c'était les États-Unis, c'était l'Union européenne, mais c'est aussi et surtout le Rwanda. Il faut le dire. Parce que dans cette difficulté de négociation aujourd'hui, il faut relever cet aspect-là en disant que le Rwanda dispose de deux acteurs. Le Rwanda a une armée officielle qui est au Rwanda et une armée officieuse qui est encore en RDC, qui est le M23. Et chaque fois qu'il se pose donc le problème de négociation et de dialogue, qu'est-ce que le Rwanda dit? Le Rwanda s'entend avec le M23 en disant qu'il ne doit pas être en accord avec le gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais est dans une logique de ne pas discuter avec le M23.
le Rwanda va vous dire que, ok, allez d'abord vous entendre parce que c'est une affaire congolo-congolaise. Le Rwanda sait très bien qu'entre le M23 et la RDC, à l'état actuel des choses, il ne peut pas avoir entendement. Et même s'il y a l'hypothèse, n'est-ce pas, de l'acceptation du dialogue, le Rwanda va donner une position au M23 à tenir. C'est-à-dire, parmi les accords, le dialogue, le Rwanda va dire que, ok, voici ce que vous devez dire en termes de négociation. Et ce qu'ils vont dire va entrer en faveur du Rwanda et au détriment de la RDC. Donc, moi, je pense que la RDC aujourd'hui est dans cette situation où elle n'a pas les moyens pour imposer au M23 sa puissance, son indice de puissance. Et face à cette situation, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle doit travailler à acquérir son indice de puissance. Et travailler pour acquérir cet indice de puissance consiste donc à chercher les moyens, les partenariats sur le plan international. Mais à l'état actuel des choses, il se trouve que la RDC est un état néocolonial où Tshisekedi a signé des accords avec ces puissances occidentales, et Jules l'a démontré tout à l'heure, hein, avec les États-Unis d'Amérique, qui empêchent à Tshisekedi de se déployer de manière souveraine et libre. Il a posé la problématique, n'est-ce pas, de la Russie. Pourquoi est-ce que la Russie ne viendrait pas aujourd'hui sauver la RDC qui est dans cette situation calamiteuse? Justement parce qu'il y a les accords que Tshisekedi a signés avec les États-Unis et qui font en sorte que accepter la Russie serait signer son arrêt de mort. C'est-à-dire, il part directement du pouvoir. Donc, en réalité, le problème de la RDC est bien plus complexe qu'on ne le pense. Jules a fait, n'est-ce pas, l'exercice de comparer la situation congolaise à la situation, n'est-ce pas, centrafricaine. Mais je pense que celle congolaise est bien plus complexe qu'on ne le pense. Parce que l'objectif, la cause pour laquelle le M23 combat, semble ne pas être la même que qu'utilisaient les rebelles en RCA. Parce qu'on voit que en RDC, la cause est la séparation de la RDC. C'est-à-dire le partage de la RDC. Il faut séparer les régions, n'est-ce pas, riches en minerais, en ressources naturelles, de la RDC. Question de créer un État qui sera en phase avec les multinationales, n'est-ce pas, hein, au niveau, n'est-ce pas, de leur extraction, de leur commercialisation. C'est ça l'objectif. Oui. Et lorsque vous voyez comment les pays occidentaux se comportent aujourd'hui, lorsque vous voyez comment le Rwanda est en main dans la main avec l'Ouganda qui joue aussi un jeu trouble dans cette situation-là, vous comprenez que les enjeux sont plus profonds que nous ne le pensons. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui face à cette situation? Parce qu'il faut proposer des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? En tant que panafricaniste, moi je vais aller au-delà, n'est-ce pas, du dialogue. Oui. Il voudrait que Tshisekedi aujourd'hui dialogue avec, n'est-ce pas, les rebelles, question, n'est-ce pas, d'arrêter la saignée sur le terrain. Et peut-être aussi avec son voisin. Je vais aller au-delà en intégrant cette solution-là, en disant que, en tant que panafricaniste aujourd'hui, il est question de travailler dans le sens de la création des grands regroupements. Il faut créer les États fédéraux du continent africain, à défaut de créer l'État fédéral général du continent. Imaginons un seul instant. C'est une occasion, n'est-ce pas, de taper sur la CEAC et la CEMAC. Qu'est-ce qu'ils font? S'ils jouaient pleinement leur rôle, ils auraient créé dans cette sous-région l'État fédéral de l'Afrique centrale. Le Rwanda ne serait plus un État, la RDC ne serait plus un État, mais des États fédérés qui devront travailler pour une même cause, l'État fédéral de l'Afrique centrale. Conséquence sur le terrain, ça va produire quoi? Ça va produire un rapport de force sur le terrain où la RDC et le Rwanda ne seront plus en inimitié, où, n'est-ce pas, l'État fédéral va travailler maintenant pour faire face au même ennemi qui est le colon. Parce que le problème de la RDC, c'est un problème géologique, c'est un problème des minéraux. C'est un problème, n'est-ce pas, c'est-à-dire du capital. Qu'est-ce qu'il faut donc faire aujourd'hui? Est-ce qu'on doit rester dans cette situation où les États africains doivent rester dans un ping-pong?
entre eux, ou alors travailler pour prémunir l'Afrique contre la colonisation, l'impérialisme, la spoliation internationale. Okay. Il parlait d'intelligence tout à l'heure. Il faut intégrer cette intelligence et comprendre que nous combattons, nous tuons pour rien. Pour rien. Le problème de la RDC, c'est un problème vraiment honteux au XXIe siècle. Nous sommes encore en train de nous tuer par la manipulation des puissances occidentales. Nous en parlons tout à l'heure de l'ONU. Quel moyen l'ONU n'a pas? Lorsqu'on parlait, n'est-ce pas, de la lutte contre le terrorisme, on en parlait. Vous connaissez ma position là toujours. Je vous ai toujours dit que la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement une affaire de moyens. Parce que si c'était une affaire de moyens, le terrorisme serait, n'est-ce pas, éradiqué en Afrique, compte tenu des partenaires qui accompagnent l'Afrique à lutter contre ce terrorisme-là. Les Nations Unies, les pays occidentaux, bref, ce sont les pays qui sont industrialisés et qui ont, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'armement sophistiqué pour atteindre le terroriste, n'est-ce pas, dans son plus profond, n'est-ce pas, recadrement. Donc, à partir de ce moment, on doit comprendre que la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement une affaire de moyens, c'est aussi une affaire de volonté. Est-ce que vous êtes déterminé à lutter contre le terrorisme? Est-ce qu'il n'y a pas les éléments d'hypocrisie dans vos actions de lutte contre le terrorisme? C'est la question à laquelle on doit répondre aujourd'hui. Et lorsque vous essayez d'apporter des esquisses réponsionnelles à cette interrogation, vous comprenez que en Afrique, et même dans le monde, nous avons plusieurs acteurs qui luttent contre le terrorisme, mais il y a plusieurs hypocrites à l'intérieur. L'hypocrisie internationale. L'Afrique doit travailler pour comprendre que elle ne peut pas s'en sortir individuellement. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui qui démontre que aucun pays ne peut faire face à la situation insécuritaire, n'est-ce pas, à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Il est question de nous mettre ensemble, question de former les rapports de force communs pour avoir ce que j'appelle l'indice de puissance. Vous ne pouvez pas vous protéger si vous n'avez pas votre indice de puissance. Les États-Unis le font aujourd'hui parce qu'ils ont cet indice de puissance. C'est de ça qu'il est question. Comment faire donc pour acquérir cet indice de puissance? On ne peut pas l'acquérir individuellement. Il faut procéder par regroupement, procéder, n'est-ce pas, ici, par association pour créer un rapport de force qui va vous permettre de vous défendre, mais aussi et surtout d'attaquer. C'est ça l'avantage de l'indice de puissance. Sur le plan africain, nous avons un type d'analyse qui est la Confédération des États de l'AES. Vous convenez avec moi que si ces trois États ne s'étaient pas mis ensemble, c'est qu'il y a longtemps que chacun de ces leaders est parti du pouvoir à travers les coups d'État portés par des dynamiques occidentales. C'est de ça qu'il est question. Donc nous devons savoir raison garder. Nous devons apprendre à lire les choses avec les yeux de la réelle politique et comprendre que l'Afrique a...